toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. On termine nos pastilles sur les bilans individuels de la saison 2022-2023 des joueurs du Paris Basketball, avec aujourd'hui au programme Kyle Allman Jr. Pour en parler, Flavien m'accompagne, salut. Salut Lilian, salut à tous. Comme d'habitude, juste avant de commencer, on vous rappelle le format de nos pastilles individuelles. On va d'abord revenir sur la saison de Kyle Allman Jr., parler de son rôle et de son utilisation sous Will Weaver, et enfin donner une appréciation à sa saison. Parlons donc de la deuxième saison dans la capitale de Kyle Allman Jr., bien plus compliquée malheureusement que sa première année, qui avait été plutôt satisfaisante avec le Paris Basketball. Cette année, il était associé notamment à Tyrone Wallace pour mener l'attaque parisienne. Malheureusement, il a connu une blessure à la cheville mi-janvier qui l'a tenu éloigné des terrains une grande partie de la seconde partie de saison. Il est revenu en toute fin de saison pour essayer d'arracher les playoffs avec Paris. Juste avant de te donner la parole, Flavien, un petit peu compliqué en ce début d'épisode, je te donne les statistiques de Kyle Allman Jr. D'abord, en Betclic Elite, un peu moins de 14 points par match, 3 rebonds, 4 passes, quasiment 3 pertes de balles en 27 minutes, à 40% au tir au global, dont 27% à 3 points. Il a disputé 23 matchs en championnat. Les stats sont beaucoup plus reluisantes en Eurocup, notamment au niveau des points marqués, quasiment 19 points par match. Pour le reste des statistiques, c'est à peu près pareil. En Eurocup, il a disputé 10 matchs pour 13,8 d'évaluation. Flavien, quelle appréciation tu donnes à la saison de Kyle Allman Jr. qui a forcément été contrastée, notamment par cette blessure à la cheville? Ah bah contrasté, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi je vais donner le mot de gâchis. Moi je suis très déçu de la saison, je vous en cache pas. Pas sportivement, mais simplement que le fait que il y a eu cette blessure qui l'a empêché, on va dire, bah, de de montrer son plein potentiel et notamment de montrer ce qu'il était en train de montrer sur le début de saison, on va dire d'octobre à janvier. Heu, les statistiques que tu donnes, elles sont du coup un peu en trompe-l'œil, notamment en championnat parce que, il y a les matchs en fin de saison où il revient de blessure et où il est en difficulté. Il est pas au niveau de Kyle Allman que l'on connaît habituellement. Hem, le vrai niveau, je pense, de Kyle Allman sur cette saison, c'est les stats que tu as citées en Eurocup, quasiment 19 points, un peu plus de 4 passes, il est à 14 dévals, mais il avait pris, encore plus de leadership dans cette équipe. Hem, je trouve que c'est du gâchis aussi parce qu'on l'a très peu vu finalement avec Tyrone Wallace, cette saison et c'est un duo qu'on aurait aimé voir, qui aurait été, heu, très important, pour aller chercher plus haut, notamment en championnat. Voilà, gâchis parce qu'il il y avait tellement mieux à faire pour lui, et c'est un problème physique qui vient un peu gâcher tout ça. Heu, moi je trouve que c'est un peu dommage. Oui, je te rejoins sur le terme de gâchis parce qu'on l'a souvent mentionné cette saison, mais on a regretté de ne pas le voir plus souvent associé avec Tyrone Wallace. Cette saison, ils ont disputé 23 matchs ensemble au total, en comptant l'Eurocup, en comptant les quelques matchs également de la fin de saison. Donc on peut dire grosso modo que sur le début de saison où les deux étaient valides, et encore, Tyrone Wallace a également eu des petits soucis jusqu'à décembre, on va dire qu'ils ont joué une grosse quinzaine de matchs ensemble. C'est assez peu pour créer des automatismes, en tout cas surtout quand ce sont tes deux gestionnaires de l'équipe, en tout cas en attaque. Donc voilà, je te rejoins sur le terme de gâchis. C'est dommage, notamment après la belle saison qu'il a fait la saison dernière avec Paris. Il avait confirmé on va dire son explosion qu'il avait eu avec Riga dans un club qui dominait son championnat. Il avait su confirmer l'année suivante avec Paris dans une équipe qui était un petit peu plus en difficulté, où il était vraiment le leader technique. Donc on peut dire que c'est dommage, c'est un petit peu un petit coup d'arrêt dans sa carrière, cette blessure qui, on peut le dire, on peut le préciser à nos auditeurs, n'aurait pas dû être aussi longue. En tout cas, c'est pas ce qui était attendu au début. Il s'est blessé mi-janvier lors du match face à Strasbourg. Il ne dispute que la première période, blessure à la cheville. D'abord estimée à 2-3 semaines. 2-3 semaines qui se sont transformées en plus de 3 mois, puisqu'il est revenu fin avril pour un match, pour un déplacement au Mans. Donc voilà, je pense qu'on a eu également cette frustration avec Allman de se dire toujours, il va revenir, il va aider l'équipe, et au final, il ne revenait jamais, à tel point que voilà, Michael Roll et Chris Goulding se sont relayés pour suppléer son absence. Mais je pense qu'on a également
dans notre perception de la saison d'Allemagne ce regret de se dire qu'on pensait qu'il allait revenir plus tôt. Au final, bah, il est juste revenu pour les tout derniers matchs de la saison, mais c'était difficile pour lui de s'insérer dans une équipe qui avait enfin trouvé un petit peu la recette, j'ai envie de dire, avec un Tyrone Wallace héliocentré qui concentrait toute l'attaque de l'équipe. Et voilà, c'était difficile pour Allman aussi de revenir dans ce contexte-là. Ça a été difficile de le réintégrer forcément. C'est vrai déjà qu'il y a eu cette déception de ne pas le revoir sur le terrain, aussi vite que ça aurait dû être le cas. C'est un joueur qui se fait une entorse à la cheville, qui a 2-3 semaines 2-3 semaines d'arrêt, donc qui est censé, revenir après la trêve internationale de février. Finalement, il n'en est rien. En fait, on apprend qu'il a rechuté pendant la trêve et qu'il a dû se refaire opérer. Donc au début, après on nous parle de fin mars. Après ça a été, plutôt fin avril. Donc c'est vrai que cette attente de retrouver Kyle Holman au moment où le club commençait à retrouver des résultats sportifs intéressants, bah, ça fait partie de ce goût amer qu'on a en bouche lorsqu'on va parler de sa saison. Et puis bah, c'est vrai qu'il a été difficile de le réintégrer. Will Weaver tente d'abord de le titulariser. On voit que ça ne marche pas du tout parce que bah, l'équipe avait créé quelque chose en son absence. L'arrivée de Chris Goulding avait fait énormément de bien. Il y avait des joueurs qui s'étaient un peu plus affirmés. Tyrone Wallace c'était plus le même joueur que quand il jouait avec Kyle Holman, ne serait-ce qu'au mois de janvier. Et finalement, sa fin de saison à Kyle Holman, elle est fantomatique globalement. J'en ressors pas grand-chose. Je trouve c'est pas le joueur que le Paris Basketball a connu pendant un an et demi. Et Will Weaver, d'abord le met titulaire, il voit que ça marche pas, il le remet sur le banc en sixième homme, mais parce que bah, c'est un joueur qui avait besoin aussi de retrouver du rythme, de se tester sur une cheville qui l'a fait souffrir pendant 3 mois, parce que effectivement ça a été plutôt long comme recovery, j'ai que le mot en anglais qui me revient, mais comme pour revenir en tout cas de sa blessure. Et moi je trouve que bah, c'est gâché. Et c'était un joueur, Kyle Holman, en tout cas la saison dernière, qui était vraiment le point d'ancrage très fort de l'équipe du Paris Basketball. Cette saison, n'a pas pu l'être. En tout cas, il l'a pas été sur l'entièreté de l'exercice parisien. Et du coup, il n'y a pas forcément eu. Enfin, on en parlait en off juste avant, il n'y a pas forcément de temps fort. Il y en a un ou deux. Je te laisse peut-être reprendre la main dessus. Ouais, carrément. Parlons. Bah, forcément, ouais, c'était un petit peu difficile, mais en cherchant tous les deux, on en a quand même trouvé un, et c'est quand même plutôt un beau moment fort quand même. C'est la victoire contre Gravelines. C'était fin décembre, 98-96, où Kyle Holman, bon, niveau statistique, c'est pas forcément très ronflant, 22 points, 7 passes, mais surtout, il fait une énorme fin de match pour arracher la victoire avec plusieurs tirs clutch. Il y a notamment, bon, il y a un tir à 3 points assez chanceux, mais qui permet d'égaliser à une vingtaine de secondes de la fin, et il contribue à l'interception en fin de match pour définitivement clore la rencontre. Mais voilà, c'est ce qu'on peut mentionner comme moment fort de sa saison. Il y a aussi un gros match en Eurocup où il marque plus de 30 points dans une défaite malheureusement face à un Grand Canaria. Mais malheureusement, enfin non, on le sait que Kyle Allman peut avoir ses moments de show. Il aurait pu en avoir plus souvent cette saison s'il n'avait pas été embêté par ses blessures. Est-ce que toi tu en avais d'autres en tête, ou sinon on peut passer sur son utilisation cette saison? Non, non, j'en avais pas spécialement en tête d'autres. C'est vrai que le match contre Gravelines, qui est un peu le match fou de la saison parisienne, bah, c'est lui qui en est un peu l'auteur de ce match fou, de ce retour un peu surprenant, parce que vraiment Paris était dominé. Et puis tu parles du match contre Grande Canaria, c'est 30 points, avec l'évaluation Eurocup, c'est 42 d'évaluation, c'est une des meilleures marques de la saison, si ce n'est la meilleure, j'ai un doute. Et très, 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 très humblement, j'ai trouvé. Enfin, en fait, quand il était en forme, on va dire avant le 15 janvier, t'avais le joueur pour lequel tu avais signé et que tu espérais qu'il soit sur le terrain avec le niveau qui était le sien, et avec des flashs comme ceux-là, à côté d'un Tyrone Wallace notamment. Des flashs qu'on a vu que trop rarement cette saison, peut-être dû à son rôle, tu me diras, bah, tu vas me donner ton avis là-dessus, parce que je pense que ce qui va questionner son utilisation dans l'équipe, c'était son association justement avec Tyrone Wallace. Est-ce que pour toi, Flavien, c'était Tyrone Wallace, c'était le bon profil à mettre à côté d'un Kyle Allman Jr.? Moi, je donnerai mon avis après. C'était pas forcément
le cas. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé, en tout cas, du peu de temps qu'on a vu les deux joueurs ensemble sur le parquet? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais c'est une question qui va être un peu difficile à laquelle on va qui va être difficile à répondre, pardon, on parce qu'on a très peu vu, en fait, les 2 joueurs déjà ensemble et en forme ensemble. Hem, Tyrone Wallace a joué un mois, avec la main pétée en octobre. Heu, KJ se blesse, enfin il revient mi-décembre. KJ se blesse un mois plus tard. Donc tu as vraiment que ce mois, entre, mi-décembre et mi-janvier où on voit les 2 associés, heu, en pleine forme et ils ont globalement été bons. C'est une bonne période pour Paris à ce moment-là en termes de résultats sportifs. Il y a pas mal de victoires. Paris sécure notamment, je crois que déjà que sa place en play-off à ce moment-là, fin décembre, début janvier. Il y a des victoires très importantes pour te dire que tu vas pas forcément jouer le maintien, mais que tu vas peut-être jouer un peu plus haut à ce moment-là. Tu joues Nancy, tu joues Gravelines justement, tu joues Fos début janvier, donc tu gagnes tout ça. Maintenant, est-ce que c'était les bons profils? Moi, je suis pas persuadé de ça, mais encore une fois, c'est parce que c'est un peu la vision du basket de Will avec laquelle j'ai un peu de mal, mais c'est de jouer sans meneur, 2 arrières, très scoreurs et moi, ce duo, en fait, m'a un peu laissé sur ma faim parce qu'ils avaient du mal à gérer le tempo d'un match tous les 2 en même temps et qu'ils avaient vraiment trop de déchets. Moi, je trouve qu'un seul jou un si tu n'avais qu'un seul des 2 avec un meneur plus gestionnaire, ça aurait peut-être plus collé, que d'avoir les 2 en même temps sur le terrain qui perdaient quasiment 7 ballons par match à tous les 2 en moyenne. Donc tu avais des matchs où ils pouvaient en perdre 12. Moi, c'était un peu là-dessus où je trouve que la complémentarité entre les 2 hommes était pas forcément folle, et qu'elle aurait par contre peut-être mérité, d'être vue à plus long terme, plus longtemps dans la saison et ça a pas forcément été le cas. Moi, je te rejoins sur le fait d'associer 2 scoreurs, ou en tout cas 2 joueurs dont le scoring est l'objectif premier, et c'est ce qui a fait défaut à Paris cette saison. Ce manque, je pense que pour optimiser les qualités, en tout cas, d'un Kyle Allman Jr., il lui faut à côté de lui, comme tu le disais, un meneur plutôt gestionnaire qui va un petit peu sécuriser le ballon parce que je trouve que voilà, tu mentionnais notamment les pertes de balles. Kyle Allman Jr., c'est quasiment 3 en championnat, quasiment 4 en Eurocup. Et je trouve que le fait d'avoir un joueur à côté de lui, Tyrone Wallace, qui perdait également beaucoup de ballons, eh ben, ça exacerbait un petit peu les pertes de balles de Kyle Allman Jr. C'est-à-dire on y avait plus attention que la saison dernière. On va se dire que la saison dernière, comment dire, on lui pardonnait ces pertes de balles là, pardon, parce qu'il était le seul, on va dire, capable dans l'équipe de créer pour lui-même, de créer un petit peu pour les autres et d'avoir la solution au scoring, on va dire, individuellement. Alors que cette saison, il y avait Tyrone Wallace à côté de lui. Il y avait également, par exemple, un Amir Sims qui pouvait se créer ses opportunités en isolation. Donc, je trouve que le rôle de Cal Allman Jr., qui est un peu ce scoreur qui peut, dans toutes les positions, à n'importe quel moment du match, te marquer un panier, eh ben, il était, comment dire, moins important parce que tu avais d'autres joueurs qui pouvaient remplir cette case-là, en tout cas. Et c'est pour ça que son rayonnement était peut-être un peu moins prégnant que la saison dernière. Et voilà, parce que dans une équipe où il y avait beaucoup d'ISO, eh ben, les ISO de Kalaman Jr. qui base énormément son jeu là-dessus étaient peut-être un petit peu de trop pour le coup. Et c'est dommage parce qu'en début de saison, à contrario, on aurait pu se dire que le système prôné par Will Weaver, un peu cette free flow offense, aurait pu notamment convenir à son jeu qui fait voilà beaucoup de 1 contre 1. Au final, ça n'a pas forcément été le cas, peut-être notamment à cause d'une association à la main qui n'était pas idéale, en tout cas pour Kalman Jr. et même peut-être plus globalement pour l'équipe. Oui, oui, bah, c'est le problème aussi, c'est d'avoir 2 joueurs qui se bouffent un peu, un peu sur les mêmes tâches, les mêmes capacités, les mêmes qualités, notamment en attaque et peut-être là aussi où l'association des 2 elle marche pas, c'est en défense. Tu te dis en tout cas que tu peux switcher partout parce que c'est quand même des 2 meneurs qui sont plutôt grands, voilà, c'est et KJ et tu jamais trouvé l'équilibre même en switchant,
full switch comme ça a été souvent le cas cette saison. T'as jamais trouvé l'équilibre pour stopper les meneurs, les arrières en face. Et KJ, la défense, c'est pas sa spécialité non plus. C'est un défenseur honnête quand il s'y met. Et il n'a pas été en mesure, en tout cas, de montrer ça. Et c'était des moments où Paris essayait de s'ajuster parce qu'il prenait des valises de points sans pour autant que l'efficacité offensive match. Et KJ était un peu là-dedans. Il scorait pas mal, mais avec des pourcentages qui sont quand même plutôt en baisse. Et je trouve qu'en fait, il avait pas forcément il scorait, il faisait ses stats, mais c'était des performances, je trouve en tout cas, qui avaient pas l'impact nécessaire pour aller chercher une victoire. Et cette saison pour Kyle Holman Jr., elle aurait dû servir de rampe de lancement pour aller chercher bien plus haut, parce qu'il est passé à rien du tout en fait d'un contrat avec Miami cet été. Il aurait pu faire finale NBA plutôt que de jouer comment dire, la course au playoff en France. Et c'est dommage en fait que cette blessure, il a joué une demi-saison et en fait c'est la saison 2022-2023 de Kyle Lowman, ne, en tout cas je trouve elle ne peut être que décevante dans le bilan, parce qu'il n'a pas assez joué et qu'il n'a pas pu montrer son plein potentiel comme nous on le connaît depuis 1 an et demi. Ouais, un dernier mot à rajouter également, c'est son adresse extérieure qui lui a fait défaut cette saison. L'an dernier, il tournait à 36% à 3 points, ce qui était plutôt honnête vu la difficulté des tirs qu'il prend. Mais cette année, il a eu, même en début de saison, il a eu des sacrés trous d'air sur son tir à 3 points. Il termine à 27% en Betclic League, 33% en Eurocup. Mais je pense que c'est aussi une grosse variable de son jeu quand il peut mettre dedans à 3 points, bah, ça lui libère énormément d'espace pour à l'intérieur driver. Et je pense que c'est également ce qui lui a fait un petit peu défaut cette saison pour mieux performer en 2022-2023. Est-ce que tu avais un dernier mot à rajouter ou est-ce qu'on peut passer tout doucement sur son appréciation de la saison 2022-2023? Non, non, allons sur l'appréciation directement. Eh bien, allons-y. Quelle appréciation tu as donné à Kyle Manager? Pour moi, alors j'étais au départ dans ma réflexion, j'étais parti sur des avertissements, mais je me suis dit, ah, c'est quand même hyper sévère parce que pour moi, il y a beaucoup de choses qui malheureusement ne lui sont pas directement imputables. On l'a parlé, son association avec Tyron Wallace, bon, c'est pas lui qui l'a choisi forcément, et je trouve que ça lui a pas, bah, ça ne l'a pas servi pour performer cette saison. Et on l'a mentionné, le fait qu'il se blesse en seconde partie de saison, tout cela fait que ce sont des événements indirects qui ont terni sa saison, et c'est pour ça que moi, je pars sur des petits encouragements. Toi, sur quoi tu pars, Flavien? Moi, je pars sur les encouragements, mais dans ma réflexion, en fait, si je prends la saison globale, c'est-à-dire du 1er septembre au 30 juin, je vais mettre les encouragements. Si je ne prends que ce qu'on a vu sur le terrain, je mettrai quand même les compliments. Euh, il fait quand même, c'est quand en fait quand il est sur le terrain, il est quand même bon. C'est ça mon problème en fait dans mon appréciation, c'est quand je l'ai vu sur le terrain, à part les derniers matchs, mais parce qu'il revient de blessure, vraiment je l'ai pas trop. Il a jamais été hors sujet. Euh, mais bah, dans l'appréciation, forcément, t'es obligé de donner comment dire, une analyse de la saison entière. Et quand tu as un joueur qui s'est blessé 3 mois et demi et que sur les moments qui comptent en fin de saison, parce qu'il y avait un push pour aller chercher les playoffs, il n'arrive pas à revenir au niveau, mais c'est normal en soi. Je trouve que c'est difficile de conserver cette note de compliment, donc je pars plutôt sur les encouragements. Ouais, moi, ce qui atténue peut-être mon appréciation, c'est le fait que j'ai trouvé, comme tu dis, qu'il a été bon au final individuellement, mais que ça ne s'est pas forcément retranscrit dans les résultats de l'équipe. Quand il est bon en début de saison, bah Paris ne gagne quasiment pas de matchs. On perd les 5 premiers matchs déjà de la saison en championnat en tout cas. Et c'est ça peut-être qui, pour moi, ternit l'appréciation que je vais donner à Kyle Holman Jr. pour sa deuxième saison avec Paris. Eh ben, Flavien, on en a terminé de nos pastilles individuelles. On espère que ce format, en tout cas, vous a plu. Pour les retours qu'on a eu, en tout cas sur les premiers épisodes, c'était plutôt le cas. Donc voilà, on en est ravis. Pour un petit peu clôturer cette saison 2022-2023, il y aura un bilan sur les espoirs du Paris Basketball qui va arriver dans les jours à venir après la sortie de cet épisode. Donc voilà, et on pourra enfin, entre guillemets, refermer le chapitre
de la saison 2022-2023 et tout doucement on va glisser vers l'intersaison, le mercato, les mouvements parce qu'il y en a déjà eu pas mal au Paris Basketball, bon, surtout dans un sens, hein, plutôt celui des départs. Ouais, Mais Bison futé, c'est que dans les départs que c'est nombre, hein. donc voilà, bon, on verra. Peut-être que quand on tournera le premier épisode Mercato, il y aura eu des arrivées. Mais voilà, d'ici là, bah, vous pouvez vous informer de toutes ces news Mercato ou intersaison sur nos réseaux sociaux, sur Twitter, @ParisB-8 on air, sur Facebook et Instagram, Paris B-Ball on air. Et voilà. Merci Flavien de m'avoir accompagné sur une grande majorité de pastilles. Merci aussi à Antoine qui a été avec toi sur quelques pastilles. Et puis nous, on se dit à très vite pour des podcasts sur le mercato du Paris Basketball. Ciao, ciao. Allez, à très vite, ciao.